Bonsoir à nos fidèles téléspectateurs de Label Télévision. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Tête à Tête. Nous sommes au mois de mars. Qui dit mois de mars parle du mois de la femme, de la journée internationale des droits des femmes. Pour cela, je vais m'entretenir ce soir avec Madame Dior Sow Fall. Elle a été première femme procureure du Sénégal. Je ne vais pas vous en dire plus. Tout de suite, portrait de notre invitée. Magistrate de formation, première femme nommée procureure de la République du Sénégal, Dior Fall Sow a d'abord travaillé à la direction de l'éducation surveillée de la protection sociale, puis à la Sonatel comme directrice des affaires juridiques. Elle travaillera au tribunal pénal international sur la question rwandaise pendant 8 longues années. Elle sera aussi le membre fondateur de l'Association des juristes sénégalaises dont elle sera la présidente pendant quelques années. Désormais, elle fait de la consultation internationale, notamment à la CPI. Dior Fall Sow est l'une des plumes du projet de loi visant à la criminalisation du viol et de la pédophilie au Sénégal. Cette initiative a été engagée en réponse aux mouvements de protestation qui ont suivi la tentative de viol et le meurtre de Binta Camara. Madame Dior Sow Fall, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Penda, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée à cette émission. On va revenir un petit peu sur ce riche parcours que nous venons de refaire découvrir à nos invités. Comme je disais tantôt, vous avez été nommée la première femme procureure de la République du Sénégal. Oui, c'est exact et je pense que, enfin pour moi, c'était effectivement très important dans la mesure où je considérais qu'il n'y a pas de fonction dans la magistrature qui devait être interdite pour les femmes. C'était donc un challenge pour moi. Je ne m'y attendais pas tellement parce que quand j'ai fini donc ma formation au Centre national d'études judiciaires en France, je suis rentrée et on m'a demandé, quand je suis allée pour rejoindre mon poste, on m'a dit que je pouvais rester à Dakar parce que j'étais une femme. Alors j'ai refusé d'ailleurs en disant que non, j'avais fait ma promotion avec des hommes, j'étais la seule femme et que si cela rejoignaient leurs fonctions sans problème, je ne voyais pas pourquoi moi je resterais à Dakar. Et j'ai accepté, je suis donc partie. Et dès cet instant-là, déjà, ça a été un challenge pour moi. Parce que je me disais, bon, il y avait effectivement des aînés comme Maïmouna Kane, Mama Diorbo, Andrésia Vaz, qui étaient déjà là, Simone Vertudiop, qui a été la première femme magistrate du Sénégal. Et je me suis dit, il faut quand même que je continue un peu l'exemple qu'elles ont donné, et ce sera dans une région. C'était la première fois aussi qu'on envoyait une femme dans une région. Et je pense que j'ai fait mes preuves, et c'est la raison pour laquelle, par la suite, sur proposition d'un de mes collègues d'ailleurs, on cherchait quelqu'un pour le remplacer, un homme, parce que justement à l'époque on ne pensait pas tellement aux femmes. Et c'est lui, j'ai appris ça par la suite, qui a dit mais pourquoi vous ne nommez pas Dior, puisqu'elle est donc à Saint-Louis et de temps en temps elle me remplace quand je suis en mission. Et c'est comme ça que j'ai été nommée. Autre challenge, parce que je me suis dit que comme c'était la première fois qu'on nommait une femme à ce poste-là, il me revenait de tout faire pour que ce soit une porte largement ouverte pour toutes les autres femmes qui épousaient la fonction de magistrate. C'est noble. Alors, vous avez commencé à militer pour les droits des femmes en 1974 en créant l'association des juristes sénégalaises. Racontez-nous un peu comment c'est. Écoutez, pour dire la vérité, j'ai peut-être milité beaucoup plus tôt que ça. Beaucoup plus tôt c'est-à-dire beaucoup plus tôt parce que j'étais dans un milieu qui s'y prêtait. Ma mère était une ancienne logophienne. Et j'ai grandi dans ce milieu-là parce qu'avec ces promotionnaires comme les Tata Annette Maïder-Leville, comme Sira Diop, Tata Sira Diop, malheureusement elles sont pratiquement toutes parties, comme Tata Jeanne Martin-Cissé qui a été la première femme à présider le Conseil de sécurité, et d'autres. Hein, je ne peux pas toutes les citer. Tata Caroline Diop, bien sûr, qui était une amie de maman. J'ai grandi dans ce milieu-là et j'étais donc préparée à ça, parce que je les voyais militer, je voyais ce qu'elles faisaient, elles m'ont inculqué ce devoir de pouvoir faire en sorte que les droits des femmes soient respectés.
C'est ainsi que j'ai commencé, mais j'ai commencé vraiment à militer quand j'étais à Saint-Louis en tant que juge d'instruction. J'ai eu avec d'autres femmes, je peux citer parmi celles-ci Aïda Mbodj. Aïda Mbodj, nous avons créé le réveil des femmes. Il y avait Tata Fadnyang Siga aussi qui était là-bas, qui était notre doyenne et qui nous aidait dans beaucoup de choses. Nous avons créé le réveil des femmes justement pour sensibiliser, vulgariser les droits humains des femmes, parce que moi je dis plus maintenant les droits des femmes parce que ça nous marginalise un peu, alors que les droits des femmes ne sont rien que des droits inhérents à la personne humaine. Donc nous avons fait ça, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et entre-temps, au niveau de Dakar, il y a eu la création de l'amicale des femmes juristes, qui ont été créées par Maïmouna Kane, Mame Dior Bouy, Tamaro Touré et Madeleine Deves pour leur rendre justice. C'est elles qui ont eu qui les premières ont pensé à cette association, c'est une amicale. Et par la suite, devant l'ampleur que cette amicale a prise, nous avons créé l'association des juristes sénégalaises et c'est à ce moment-là que j'ai fait partie effectivement des membres fondateurs de cette association. C'était difficile au départ de mettre tout ça en place? C'était assez, enfin disons difficile. Il n'y a pas d'œuvre humaine qui ne soit pas assez compliquée, mais je pense que devant notre détermination et aussi la justesse de ce que nous voulions faire, nous avons pu réussir à surmonter de nombreux problèmes. Et nous avons donc, je pense, fait ce que nous devions faire, à savoir vulgariser les droits des femmes. Nous faisions des dîners-débats et c'était d'ailleurs très passionnant parce que nous avions à l'époque, on nous qualifié de tous les noms, que nous étions un peu toubab, occidentalisés, que nous voulions révolutionner le monde et que vraiment nous voulions prendre la place des hommes alors qu'il n'en était rien. Mais nous avons, je pense, tenu bon et l'association des juristes sénégalaises, comme vous le savez, je pense, a eu une crédibilité incroyable à l'heure actuelle et je pense qu'elle est devenue incontournable lorsqu'on parle des droits humains des femmes. Humains des femmes. Vous êtes combien actuellement? Nous sommes très nombreux parce que vous savez, nous, je ne vous dirai pas à peu près, nous sommes assez nombreux, peut-être une centaine, plus d'une centaine, mais ce qui est important, c'est que nous avons toute une nouvelle génération. Et je pense que ça, c'est quand même une politique ou une stratégie que nous avons élaborée depuis fort longtemps, à savoir que nous sommes, nous, les doyennes, les anciennes, on les accompagne. Moi, ça m'est arrivé avec Mame Dior Bouy, avec Madeleine Deves, Tamaro Touré, qui m'ont formée, m'ont montré un peu parce qu'elles étaient là avant moi. Et je l'ai fait quand j'ai pris la présidence. Et à l'heure actuelle, je pense que nous avons toute une armada de femmes juristes qui sont prêtes à prendre la relève et puis à lever un peu plus haut le flambeau que nous allons leur transmettre. Très bien. Quel retenir de vos premiers combats en tant que femme procureure à Saint-Louis? En tant que femme procureure à Saint-Louis, il a fallu, je dirais entre guillemets, un peu m'imposer. À savoir que, vous savez, lorsqu'on est une femme, il y a de la part des hommes, pas tous, mais bon, je pense qu'il y a, comme on dit, des exceptions qui confirment la règle, mais en général, c'est considérer un peu les femmes comme étant inférieures, ne pas leur donner cette considération qu'elles méritent par rapport à leur fonction. Donc, sans autant avoir des problèmes insurmontables, j'ai dû montrer que j'étais là pour faire mon travail et que je continuerai de le faire comme il se devrait. J'ai dû me faire respecter parce que le respect, c'est quelque chose de réciproque. Et quand on vous respecte, quand vous respectez les autres, mais quand on ne vous respecte pas, vous faites en sorte qu'on vous respecte. Et je pense que c'était ça, je pense, le problème. Ensuite, l'autre problème, c'était que c'était un peu une curiosité de voir donc une femme d'abord qui est venue dans la région, ensuite, parce que j'ai fait une parenthèse d'une année, ici à Dakar en tant que substitut du procureur de la République. Donc j'ai eu ces deux fonctions qui ont été très formatrices pour moi. Et donc c'était une curiosité quelquefois. Et on m'a mis sur le dos beaucoup de choses vraiment qui n'étaient pas très méchantes, mais qui en fait témoignaient un peu de ce sentiment de curiosité qu'ils avaient, parce qu'ils me disaient souvent, mais est-ce qu'elle rit, est-ce qu'elle parle, est-ce qu'elle est sociable. Vous voyez, des questions qui se posaient parce
parce que c'était quelque chose peut-être d'inconnu pour eux. Mais finalement, vraiment, Saint-Louis et moi, nous avons eu des relations extraordinaires, particulières. Et quand je quittais Saint-Louis, j'étais très émue parce que j'ai eu une délégation de notaires, de notables qui sont venus me voir pour me dire mais si vous ne voulez pas partir, si ce n'est pas une promotion, nous allons aller voir le procureur, le président pour que vous restiez. Alors je pense que c'était le plus bel hommage qu'on ait pu me rendre au niveau de ma carrière. Bien sûr. On retiendra toujours de Maître Dior Sow Fall que vous avez créé la loi criminalisant le viol. Bon, alors, pour être honnête, parce que je ne veux pas qu'on m'attribue comme parce que je ne suis pas César, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Cette loi de criminalisation du viol ne m'appartient pas. Ce n'est pas moi qui suis l'auteur de cette loi-là. C'était un projet de loi qui a été déposé par le président de la République au niveau de l'Assemblée générale. De l'Assemblée nationale, ce que j'ai eu à faire, parce que moi je n'étais pas là quand le projet sortait, mais bien sûr le soir même je l'avais entre les mains, j'étais en France, et quand je l'ai lu, j'ai été scandalisée. J'ai été scandalisée parce que le viol en lui-même n'était pas criminalisé, la pédophilie n'était pas criminalisée, alors que c'était des instructions très claires du procureur de la République, du président de la République. Alors je suis rentrée à Dakar. Quand je suis rentrée, j'ai demandé à ce qu'on fasse une conférence de presse parce que j'avais analysé tout le document. On a fait cette conférence de presse, j'ai crié au scandale parce que c'était un véritable scandale pour plusieurs raisons. Et je pense que la cause a été entendue puisqu'on a été associé par la suite à, disons, une forme de rédaction puisqu'on a pu faire passer nos amendements et que la loi, après, effectivement, conformément à ce qu'on avait demandé, a criminalisé le viol et la pédophilie. Alors ça a été avec l'association des juristes sénégalaises ce que nous avons fait au niveau de cette loi-là. Très bien. Je disais aussi, vous avez toujours milité pour les droits, je vais rajouter, humains des femmes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Écoutez, il faut être objectif pour dire qu'il y a eu énormément d'avancées. Et en étant tout aussi objectif, il faut dire qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et ce qui me désole un peu, c'est que nous avons, disons, ratifié. Le Sénégal a ratifié toutes les conventions internationales, régionales, avec le protocole de Maputo, avec la CEDEF qui est internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Mais malheureusement, il reste encore beaucoup de choses à faire dans leur application. Et ce qui me gêne, moi, à ce niveau-là, c'est que le Sénégal l'a ratifié sans réserve. Sans réserve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas trouvé dans ces dispositions des éléments qui permettent de dire qu'il y a des dispositions qui sont en contradiction avec certaines de nos valeurs socioculturelles. Donc elles sont pour certaines d'application immédiate. Mais malheureusement, on se rend compte que jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. D'accord. Et par rapport à la sous-région, on peut comparer? Par rapport à la sous-région, oui, on peut comparer, même si comparaison n'est pas raison. Mais je pense qu'on peut comparer, et ce qui me choque encore là-bas, et ce qui me fait mal, c'est que par rapport au Code de la famille, alors que le Sénégal a été le premier pays en 1972 avoir son code de la famille et que tous les pays de la sous-région se sont inspirés du code de la famille sénégalais pour élaborer le leur. Ce qui se passe à l'heure actuelle, lorsqu'on compare, on se rend compte que certains nous ont dépassés. Dans certaines de nos dispositions, par exemple, je prends l'exemple de l'autorité parentale. Jusqu'à présent, nous avons cette disposition obsolète, je dis bien obsolète, et puis de la puissance paternelle. On parle de puissance maritale, ce qui vraiment est dépassé. Alors, on se rend compte que c'est un problème. L'avortement médicalisé, qui existe dans beaucoup de pays africains, alors qu'à l'heure actuelle, nous nous battons, c'est notre combat que nous menons, pour que vraiment on puisse, conformément à l'article 14 du protocole de Maputo, qu'on puisse vraiment l'avoir. C'est pas Et qu'est-ce qui explique que
que ces exemples, par exemple, de droits ne sont pas encore... Non, c'est vraiment, tous les droits ne sont pas encore respectés ici. C'est malheureux de le dire, mais c'est un constat. Mais qu'est-ce qui freine ceci? Écoutez, il y a beaucoup de choses. Nous avons d'abord les mentalités. Les mentalités, ce qui est très difficile à changer, parce que quand vous voyez qu'effectivement les femmes sont considérées un peu comme inférieures, c'est le statut de la femme, il faut le dire, il faut oser le dire, et que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les violences basées sur le genre sont banalisées. On estime qu'on a un devoir un peu de correction, entre guillemets, sur les femmes. C'est aussi un problème de volonté politique. Parce que la volonté politique, tout le monde dit, elle est là, mais je pense qu'il faut quand même des actes beaucoup plus concrets pour montrer pourquoi on n'harmonise pas les textes et les conventions qui ont été ratifiées sans réserve avec notre législation nationale. Parce qu'il est trop tard, je pense, aujourd'hui, par rapport aux procédures, de dire que non, on ne peut pas pour telle ou telle raison. Il fallait le faire avant, avec des réserves, parce que beaucoup de pays africains ont fait des réserves à ces conventions en disant, pour le moment, même si quelquefois elles ont été levées plus tard, pour le moment, nous ne pouvons pas faire ça pour telle ou telle raison. D'accord, c'est ce qui nous manque. Et nos traditions et cultures, je suppose, j'affirme, constituent un frein. Oui, les traditions constituent un frein. On ne peut pas tout dire dans les maisons, quand on est victime de viol, d'attouchement, c'est des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des vraiment, c'est incroyable. Et je pense qu'il faut quand même lever un peu tous ces voiles-là qui ne permettent pas à la femme de pouvoir jouir de tous ses droits fondamentaux. Existe-t-il d'autres formes juridiques en dehors des associations Existe-t-il d'autres formes juridiques en dehors des associations, des ONG pour défendre les droits des femmes? Mais vous savez, il y a beaucoup de... Oui, c'est surtout les associations de femmes qui évoluent dans différents domaines. Il y en a qui sont spécialisées pour les violences, il y en a d'autres qui sont spécialisées sur d'autres droits, il y en a d'autres qui travaillent. Mais le problème, c'est qu'on ne travaille pas en synergie. Vous avez aussi toutes les organisations des droits humains qui donc militent pour ça. Et on le fait souvent avec beaucoup des partenaires, parce que des partenaires au niveau même international ou au niveau national. Et je crois que ce sont les seuls qui militent, parce que c'est la société civile. En fait, on peut englober ça dans ce que l'on appelle la société civile, qui sont, comme vous l'avez dit, des organisations non gouvernementales, des associations de femmes. Et je pense que c'est à ce niveau-là que le militantisme se manifeste le plus. Et c'est efficace ? Écoutez, c'est efficace c'est efficace si on fait les choses comme il se devrait. Parce que efficace, ça veut dire quoi? Moi, je dis toujours que la société civile a 3 rôles. Son premier, c'est un rôle de veille. De veille à ce que les droits humains soient respectés. Son deuxième rôle, c'est l'alerte. C'est lorsqu'elle voit que ces droits-là ne sont pas respectés, elle réagit. Et le troisième, c'est la pression. C'est la pression. C'est-à-dire que lorsque vous voyez que vraiment là, ça ne va pas, c'est anormal, vous devez avoir le courage de vous mettre en face de l'État pour leur dire, voici la telle violation, vous en êtes les garants, vous êtes les garants, vous allez à la justice, il faut que ça cesse. Mais j'estime personnellement, c'est un point de vue, que ce troisième volet n'est pas souvent appliqué. Je ne dis pas qu'il n'est jamais appliqué, mais il n'est pas souvent appliqué. Et c'est quand même un volet qui est extrêmement important, parce qu'on est quand même régulateur de ce qui se passe au niveau de la société, et nous devons en assumer la responsabilité lorsque les choses ne vont pas comme elles devraient être. Et dans une société où tout est informel, comme la nôtre, existe-t-il encore un autre moyen? Qu'est-ce que vous entendez comme... On est très dans l'informel. Si je cite des exemples, dans les quartiers, peut-être que les Badjanogor vont servir de relais ou d'autres types d'exemples. Vous savez, il faut établir des relais
hein, qui soit important pour ça. Et voilà, pour porter, par exemple, vous avez très bien fait de parler des Badianourgor, c'est extrêmement important, parce que, bon, nous avons aussi au niveau de la JS, nous mettons des assistantes un peu qu'on appelle juridiques, qu'on forme pour pouvoir être des relais dans différentes régions. Nous avons aussi, bon, mais ça c'est nous qui le faisons, les boutiques de droit, où il y a des personnes qui viennent travailler, qui reçoivent certaines victimes pour donc les aider. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de cette, disons, action pour d'abord la connaissance, la vulgarisation du droit, et deuxième pour aider les victimes pour que lorsqu'il faut porter plainte, qu'on puisse le faire. Parce que vous savez justement le problème qui se pose aussi, il n'y a pas très peu, je pense, d'associations qui puissent se porter partie civile, à savoir qui puissent accompagner la victime pour, ou alors directement porter plainte, parce qu'il y a eu tel fait de violation de droit qui a été constaté. Et je pense qu'on s'est beaucoup battu pour ça, mais on ne l'a pas eu parce qu'on ne donne cette capacité qu'à des associations qui sont d'utilité publique. Bon, maintenant, je pense qu'on va continuer à demander ça, parce que je crois que le travail que nous faisons et que d'autres associations font rentre tout à fait dans ce cadre-là. Et dans les régions hors Dakar, on a beaucoup de victimes aussi? Ah oui, c'est partout, hein. Il y a vraiment beaucoup de victimes, et d'autant plus que dans certaines régions, dans certains endroits, les femmes ne connaissent pas. C'est ça. Ah, il faut dire la vérité. Quand on dit nul n'est censé... On va les sensibiliser de... Oui. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est un problème ça, parce que c'est pas possible que tout le monde ait cette connaissance-là de la loi. Donc c'est ça, c'est le travail, c'est de sensibilité. C'était ce que je vous disais tout à l'heure quand je suis allée à Saint-Louis comme juge d'instruction. La première chose qu'on a faite, on l'appelait d'ailleurs le réveil des femmes. Non pas parce qu'on dormait, mais parce qu'on s'est rendu compte que c'était le moment pourtant d'impulser ce mouvement pour que les gens aient conscience de leurs droits et puissent les revendiquer. Notre rôle, nous, aujourd'hui, en tant que médias, pour vous accompagner? Ah, alors là, vous avez un rôle extraordinaire. Et souvent, je me dispute avec les médias parce que je me dis qu'en fait, ils ne jouent pas vraiment le rôle qu'ils devaient faire. Et alors qu'ils ont un rôle, mais central. Parce que finalement, c'est eux qui portent à la connaissance des populations beaucoup de choses. C'est eux qui peuvent, je pense, quelquefois faire pencher la balance d'un côté, parce que s'ils ont une relation, disons, et neutre de certains événements. Mais on se rend compte que quelquefois... Alors pour toucher rapidement à l'actualité, les faits récents, nous n'allons pas commenter, hein. Nous sommes médias, vous êtes membre de l'association des juristes sénégalaises, mais juste votre constat en termes d'analyse, de commentaires de ce qui se fait actuellement sur la toile. Là, si je vous donne actuellement mon analyse, je vous donnerai peut-être que vous pourrez en tirer des conclusions. Alors je ne voudrais pas, très sincèrement, dire quel est l'état à l'heure actuelle de cette analyse-là. Je pense qu'il est très important. Ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est qu'il est extrêmement important de garantir tous les droits, aussi bien aux présumés innocents qu'à la présumée victime. Je pense que ce qui est important pour le moment, en attendant qu'on puisse trancher sur la véracité des déclarations des uns et des autres, il est important, et je pense essentiel, de garantir les droits fondamentaux du présumé coupable et de la présumée victime. Très bien. Madame Diorso Fall, que représente le 8 mars pour vous? Le thème de cette année est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Oui, mais le 8 mars, c'est justement ça. C'est de permettre que nous ayons une tribune de discussion très large. Hein. Et quand je dis discussion, ce n'est pas uniquement pour les femmes. Il faut qu'on soit aussi conscient de ce fait-là. Le problème des violations des droits humains des femmes, le problème des droits humains, c'est un problème qui concerne tout le monde, toute la population, aussi bien hommes que femmes. Parce qu'il est impossible de développer un pays si on ne met pas les femmes au même rang d'égalité que les hommes. Il est impossible d'avoir une démocratie viable et forte
si un des piliers de cette démocratie-là, que sont les femmes qui participent au développement, qui participent aussi à, disons, l'instauration de cette démocratie, sont laissées en arrière. Ce n'est pas possible. On avait essayé avec la parité. Pardon ? Avec la parité, on avait essayé. Et pour autant... Oui, la parité, elle est là. Mais qu'en est-il de la parité ? Et c'est ça. Et c'est là où je dis quand même, il faut que la volonté politique s'affirme de plus en plus. Parce qu'on ne vote pas des lois pour ensuite ne pas les appliquer ou à la limite même les violer. Donc je pense que ça aussi c'est un problème sur lequel nous devons revenir. Donc le 8 mars c'est ça, c'est un cadre d'échange qui est extrêmement important pour que les femmes puissent faire le bilan, savoir où elles en sont de façon objective et voir quelles sont, disons, les feuilles de route qu'elles peuvent un peu mettre en avant ou élaborer pour que nous puissions aller beaucoup plus en avant. C'est une excellente chose, mais je dirais aussi qu'il ne faudrait pas qu'on oublie que nous avons eu aussi, nous, des femmes qui ont été valeureuses. Et quand on parle du 8 mars, je parle un peu en soutenant cette thèse de Fatou Sarr, qui dit qu'il faudrait aussi qu'on parle du 7 mars. Du 7 mars où les femmes, nos ancêtres, Nateyala et sa mère, qui a, disons, combattu les morts et qui ont, c'était un acte très fort, qui se sont donc fait brûler vives dans une case parce que simplement elles ne voulaient pas devenir des esclaves. Donc je pense que c'est, je résume largement cette scène-là qui est extrêmement importante, qui est un symbole de ce que les femmes représentent et peuvent faire. Alors je pense que là aussi c'est très bien du point de vue international de ne pas oublier ces discussions, parce qu'il y a des droits, mais il serait bon aussi que du point de vue national, chaque pays puisse faire état d'événements importants qui ont eu lieu et qui concernent un peu notre identité. Je pense que c'est extrêmement important, parce que sans notre identité, finalement, on n'est rien. Et il ne faut jamais oublier son identité, parce que finalement, on se met à la merci des autres. Et je pense qu'il faut vraiment que ce soit ancré dans nos esprits. Votre devise dans la vie? Ma devise, vous savez, dans ma vie, ce qui me guide, c'est de pouvoir avancer. C'est de pouvoir avancer, même si il arrive qu'on tombe. Il faut se relever et avancer. Très bien. Pour finir, vos recommandations et conseils à toutes ces femmes, à tous ces jeunes qui nous suivent ce soir? Ce que je recommanderais aux jeunes en général, aussi bien femmes qu'hommes, et plus particulièrement, il faut le dire, aux jeunes filles, jeunes femmes, c'est d'avoir confiance en elles. Les hommes aussi, mais les femmes doivent avoir confiance en elles, parce que justement, elles ont beaucoup plus à prouver que les hommes. Et vous voyez, ça se voit, parce que moi je disais souvent à ceux qui m'interviewent en me disant oui, droit des femmes, qu'est-ce que vous voulez? Je dis mais on veut, comme vous, les hommes, jouir de tous nos droits fondamentaux sans avoir à dépenser toute cette énergie. Parce qu'ils sont là, ils existent, on les a reconnus en tant qu'êtres humains, mais pourquoi devons-nous dépenser toute cette énergie? Alors, les femmes doivent comprendre ça, elles doivent être conscientes de leurs valeurs. Elles doivent être conscientes des droits qu'elles ont. Elles doivent être conscientes aussi des possibilités qui leur sont offertes. Elles sont intelligentes, elles ne sont pas moins intelligentes que les autres. Et il faudrait qu'elles assument tout cela et qu'elles aient confiance en elles et qu'elles aient le courage de combattre pour avoir quelque chose. Lorsqu'elles visent quelque chose, qu'elles aillent jusqu'au bout, parce qu'elles peuvent l'avoir si vraiment elles sont déterminées à le faire et elles ont la compétence requise pour le faire. Parce que moi je dis toujours que lorsqu'on parle du leadership féminin, lorsqu'on parle de voter pour les femmes, moi je voterai pour une femme, effectivement, qui a les capacités ou les qualités pour être leader. Je ne voterai jamais pour une femme qui ne soit pas compétente, parce que justement, ce serait un préjudice qui serait porté à la femme. Merci beaucoup. J'ai été ravie de vous avoir. Moi aussi. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour ça. Très bien. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur toutes nos plateformes. En attendant, je vous donne rendez-vous dans un prochain tête-à-tête avec un autre invité. Merci.